Bonjour Lynn. Bonjour Bonjour Sébastien. Frédéric, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va toujours. Parfait. Est-ce que Sébastien est avec nous? Je crois que je l'ai vu dans la liste. Oui. Je vais laisser activer son micro. Est-ce que tu m'entends, Frédéric? Oui, très bien. Ah, excellent. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour, je vais ajuster mon son. Parfait. Donc, je pense qu'on est prêt pour commencer. On est déjà rendu une trentaine. Donc, Lynn, tu es avec nous. Sébastien, tu es avec nous. Oui. Oui. Donc, excellent. Mais je vais avec le petit mot de bienvenue. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Sébastien Bouchard. Je suis vice-président de Jessica Assurance Entreprise. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent. Je sais que votre temps est précieux. Je sais également que le sujet dont nous allons vous parler ce matin, c'est un sujet qui est très important. Important pour aujourd'hui et également important pour demain, la cybersécurité. Donc, j'ai demandé à deux experts de nous entretenir sur le sujet. Tout d'abord, Frédéric Blais-Fernandez, chef de la croissance chez StreamScan, qui nous parlera des risques entourant la cybersécurité dans les PME. Et ensuite, Lynn Blanc, vice-présidente cyber et technologie chez Victor Canada, nous expliquera ce que l'assurance peut offrir en lien avec ces risques. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Frédéric. Merci beaucoup à tout le monde et bon webinaire. Merci Sébastien, merci pour l'invitation. Merci pour nous donner la chance de parler de cybersécurité. Je sais que c'est un sujet qui attire de plus en plus l'intérêt des chefs d'organisation. Je vais juste passer en mode ici. Donc, quand j'ai reçu l'invitation de Sébastien, puis qui nous expliquait à quelle clientèle on allait s'adresser, je trouvais ça très intéressant de pouvoir parler avec des cadres d'organisation pour leur parler des risques de cybersécurité. Donc, l'approche que j'ai prise aujourd'hui pour parler de cybersécurité, c'est vraiment parler de la cybersécurité simplement, en fait, pour mettre carte sur table et expliquer les risques qui touchent les PME. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, donc StreamScan, on est une entreprise de Montréal. On est spécialisé au niveau de la sécurité opérationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on se spécialise à aider les organisations à identifier les problèmes concrètement de cybersécurité à l'aide d'outils ou de services. Et donc, StreamScan a un centre de sécurité à Montréal où on gère l'infrastructure, en fait, la sécurité de certains clients à distance et on monitore, en fait, leur environnement. Ça nous permet d'avoir l'heure juste, en fait, sur les problèmes qui ciblent les organisations présentement au Québec. Ensuite, on a aussi une équipe de réponse aux incidents. Donc, StreamScan, on intervient chez des entreprises qui se font pirater, en fait. Et donc, on va les aider à revenir à la normale, si on peut dire. Donc, on va leur aider aussi à identifier comment le pirate est rentré, c'est quoi les dommages qu'il a pu faire, est-ce qu'il est toujours dans le réseau, est-ce qu'il a laissé des traces, est-ce qu'il a volé de l'information. Et donc, cet service-là, en fait, nous permet d'avoir encore plus une vue véritable sur les impacts que les cyberattaques ont sur les PME et sur les faiblesses qu'on rencontre dans les organisations. Donc, aujourd'hui, ma présentation va tourner essentiellement, je vais résumer, en fait, nos connaissances puis présenter pourquoi les organisations ont vraiment des problèmes aujourd'hui au niveau de la cybersécurité. Donc, bon, comme je disais, on a une équipe de réponse aux incidents. Je vais passer à l'autre slide. Donc, pourquoi les PME sont-elles particulièrement à risque? Donc, j'ai identifié 3 points simples, en fait, qui peuvent facilement être compris, en fait, pour expliquer pourquoi les PME sont à risque de se faire pirater. Donc, le premier point, c'est essentiellement, une mauvaise compréhension des risques de cybersécurité. Ensuite, un système de cyberdéfense inadéquat ou mal utilisé. Et finalement, une lacune au niveau de la gestion des vulnérabilités de sécurité. Donc là, je vais développer un peu plus sur ces 3 points-là. Et donc, la mauvaise compréhension des risques. Donc, il faut comprendre que toutes les organisations, et je dis bien toutes les organisations, sont ciblées présentement par des pirates informatiques et sont à risque de se faire pirater. Il n'y a pas d'exception. Souvent, on va entendre « Ah, ben, je ne vois pas pourquoi on veut me hacker, j'ai rien de spécial ou je ne suis pas une grosse entreprise. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut comprendre que les attaques informatiques, en fait, il y a une grande partie qui sont automatisées. Donc, les pirates utilisent des serveurs localisés dans d'autres pays ou au Canada pour lancer les attaques et ils vont chercher des brèches à travers
l'Internet, en fait, si je peux dire simplement. Donc, ils vont scanner Internet pour certaines brèches. Et s'ils identifient une brèche, mais ensuite, ils vont essayer de l'exploiter. Et donc, si vous avez cette brèche dans votre infrastructure, dans votre organisation, bien, elle va pouvoir être exploitée par les pirates. Okay? Il faut comprendre que toutes les organisations ont des failles de sécurité. Donc, en ce moment, votre PME, votre organisation a des problèmes dans l'infrastructure, dans les services que vous utilisez, dans vos modes de configuration qui permettent d'être exploités par des pirates informatiques et elles vont être exploitées par des pirates informatiques. Et le risque, en fait, pour une PME, ben, le risque ultime, en fait, c'est qu'il y a des organisations, je pense que Lynn va pouvoir vous en donner plus de détails, mais il y a des organisations qui, littéralement, peuvent fermer suite à une attaque informatique parce que les dégâts sont tellement importants, les coûts sont tellement élevés que l'organisation ne peut pas se relever, en fait, suite à une attaque informatique parce que, dans les pires des cas, l'attaque va paralyser au complet l'organisation. Donc, quand je dis paralyser, c'est que tout le système informatique n'est plus fonctionnel et on se fait demander une rançon qui est importante et l'organisation n'a pas les moyens de payer cette rançon-là. Et donc, l'option finale, ben, c'est d'arrêter les opérations, c'est de fermer l'organisation. Ensuite, donc, pourquoi on voit de plus en plus, en fait, une augmentation d'attaques informatiques dans les organisations? Il faut comprendre qu'il y a eu une explosion dans les dernières années des virus, des malwares qui sont créés et qui ciblent les organisations. Donc, il y a eu vraiment un débalancement, en fait. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que les attaques, en fait, sont de plus en plus sophistiquées. La qualité augmente et le type d'attaque augmente. Et les organisations, de l'autre côté, en fait, ils sont restés avec les mêmes outils de sécurité ou les mêmes stratégies de sécurité qu'ils ont toujours eu. Et donc, il y a un débalancement qui se produit. Et donc, là, les hackers réussissent à passer à travers les systèmes de défense des organisations qui sont plus adéquates pour se protéger, en fait. Juste donner une petite statistique ici. On parle environ de 350 000 nouveaux malwares par jour. Et donc, juste pour vous donner une idée de l'ampleur du volume qu'on parle aujourd'hui quand on voit le nombre de cyberattaques qui peuvent cibler les organisations. Donc, ensuite, deuxième problème qu'on voit, c'est le système de cyberdéfense inadéquat ou mal utilisé. Donc, il faut comprendre que la majorité des organisations aujourd'hui, quand on intervient, ont toujours pratiquement le même système en place de cyberdéfense, c'est-à-dire qu'ils ont un antivirus et un firewall. Il faut comprendre que ces outils-là ne sont pas conçus, n'ont pas les capacités de détecter tous les types de problèmes qui peuvent affecter une organisation en termes de cyberattaque. Donc, si on a seulement ces outils-là en place, ben, on se ramasse en fait à avoir une vue qui n'est pas la réalité en fait des risques qui nous ciblent, des attaques qui nous ciblent. Et donc, on va avoir des trous dans notre cyberdéfense et ces trous-là qui peuvent être exploités. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir oui, on a des outils de sécurité, mais si personne prend la peine de regarder l'information qu'elles génèrent, s'assure qu'elles sont bien configurées, bien, on va avoir des problèmes à moyen long terme parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit dans une attaque informatique dans une entreprise, c'est qu'il y avait de l'information intéressante qui était produite par ces outils de sécurité-là, mais personne ne les avait consultés. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit souvent dans des cas d'attaque informatique? C'est des outils qui sont mal configurés. Donc, je donne l'exemple simplement où il n'y a pas très longtemps, on est intervenu dans une entreprise où le pirate est simplement rentré dans le réseau. Il est rentré parce qu'il n'y avait aucune façon de détecter sa tentative d'intrusion. Et une fois qu'il est rentré dans le réseau, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a trouvé, si je peux dire, il a trouvé une façon de prendre le contrôle de l'antivirus dans l'organisation et de le désactiver, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mesure, en fait, pour l'empêcher d'accéder à cette section-là. Et donc, une fois qu'il a réussi à désactiver l'antivirus dans le réseau, ben là, ça devient facile de lancer des virus dans l'organisation pour pouvoir amener son attaque à la prochaine étape. Okay? Et donc, c'est important de s'assurer que qu'est-ce qu'on a mis en place, le système de cyberdéfense qu'on a en place est bien configuré. Et souvent, ce n'est pas le cas parce que les entreprises n'ont jamais fait l'exercice, en fait, de vérifier l'état de la configuration de leurs outils de sécurité. L'autre point aussi, qu'est-ce que j'entends souvent dans les organisations, c'est qu'on a souvent l'impression, parce qu'on a des backups, qu'on est protégé ou qu'on va pouvoir toujours se replier sur nos systèmes de backup. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que souvent dans les attaques informatiques dans les organisations,
c'est que, étant donné que le système de backup est mal configuré ou a mal été implanté, bien, on va voir le pirate qui va aller directement, qui va avoir accès à ces systèmes-là et qui va simplement pirater ou bloquer l'accès, si vous voulez, au backup dans l'organisation. Donc, une fois qu'une organisation n'a plus d'accès à ses backups, bien là, elle perd toutes ses capacités de négociation, de pouvoir se relever. Et donc, elle est vraiment à la merci du pirate. Et ça, il faut comprendre que c'est un cas qu'on retrouve souvent dans les organisations, des problèmes avec les backups. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une attaque informatique et vous avez un système de backup, des fois, les coûts de remettre les informations, les backups en place peuvent être plus élevés ou des fois, il y a des difficultés techniques à faire ça que vous n'avez pas, que l'organisation ne connaît pas encore parce qu'elle n'a jamais fait le test de tester ses backups. Et donc, ce n'est pas une garantie, les backups. Donc, il faut avoir, en cybersécurité, quand on parle de cyberdéfense, en fait, ça prend plusieurs couches d'outils de sécurité et de bonnes pratiques pour pouvoir s'assurer que notre organisation est sécuritaire. Et aujourd'hui, on peut dire que la majorité des PME, en fait, n'ont pas ces systèmes-là en place et c'est pour ça qu'elles sont victimes de cyberattaques et de plus en plus, en fait. Ensuite, le troisième problème que je vois, c'est que les organisations, en fait, ont une mauvaise gestion des vulnérabilités de cybersécurité. Quand il y a une attaque informatique, les pirates, en fait, ils vont chercher une faille. Une faille, c'est simplement, on peut dire que c'est un trou dans la sécurité de l'organisation qui permet d'acquérir des droits supplémentaires ou permettre de faire quelque chose avec votre système informatique qu'on ne devrait pas pouvoir faire, en fait. Et ces failles-là, ils peuvent être aussi bien logiques, c'est-à-dire dans le système informatique, et ils peuvent être aussi du côté humain. Donc, il faut comprendre que la plus grande faille dans une organisation, souvent, c'est les humains eux-mêmes, les employés, qui ne sont pas sensibilisés aux risques et que, par exemple, ils vont cliquer sur des liens dans leur courriel, ils vont aller sur des sites web, en fait, qui vont permettre aux pirates de prendre accès à distance dans le réseau d'une organisation. Il faut comprendre aussi que les failles de sécurité qui sont présentes en ce moment dans votre organisation sont causées souvent aussi par les manufacturiers simplement qui vous vendent des solutions. Donc, Microsoft, par exemple, ben, eux vous vendent des solutions, mais dans ces solutions-là, il y a des failles de sécurité, il y a des vulnérabilités. Et si on ne porte pas attention à ces failles-là, une fois qu'ils sont connus, si on ne fait pas nos patchs, par exemple, si une fois on sait qu'il y a une vulnérabilité sur un système, on ne va pas la corriger avec la patch, ben le problème reste présent et va être exploité par un pirate éventuellement pour pouvoir prendre le contrôle, par exemple, dans une organisation. Donc, c'est important de connaître ces problèmes de sécurité et de les corriger. Souvent, en fait, dans les cas d'attaque informatique, malheureusement, les organisations qui sont victimes vont souvent dire « Ah, j'étais au courant que j'avais ce problème-là, en fait. » Mais ils n'ont simplement pas corrigé parce qu'ils minimisaient les risques, ils ne pensaient pas qu'ils étaient ciblés et donc ils n'ont pas corrigé. Et donc, si on trouve nos problèmes et on les corrige, on va diminuer grandement les chances d'avoir des problèmes de sécurité dans le futur. Je vais revenir ici, pardon. Donc, les failles de sécurité, là, il y en a partout dans votre organisation. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces failles-là, en fait, c'est un processus qui est dynamique. Donc, on crée des systèmes informatiques. Dans ces systèmes-là, il y a des failles qui sont créées par les développeurs, par exemple. Et on trouve ces failles-là et on les corrige. Et donc, c'est un cycle sans fin, en fait, où des failles apparaissent, on les corrige, des failles apparaissent, on les corrige. Donc, il faut être en mesure d'être proactif dans cette correction-là. Il ne faut pas penser que parce qu'on achète un nouveau système et qu'on le met en ligne, en fait, qu'on n'aura plus de problème dans le futur. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est vivant et qui va continuer encore pour beaucoup de temps, ces problèmes-là de sécurité. L'autre point que j'aimerais avancer aussi, c'est que les organisations qui utilisent le cloud ont souvent l'impression qu'il n'y a pas de problème puisqu'ils sont dans le cloud. Il ne faut pas avoir… c'est faux, en fait. Le cloud n'est pas plus sécuritaire. Le cloud amène d'autres problèmes de sécurité et vont donner d'autres accès aux pirates informatiques pour pouvoir faire des dommages. Donc, ce n'est pas une garantie parce qu'on est dans le cloud qu'on va être en sécurité.
il faut prendre les organisations qui ont des services dans le cloud doivent prendre leur sécurité autant au sérieux qu'une organisation qui a leur infrastructure à l'interne, en fait. Étant donné qu'on est en mode télétravail aujourd'hui avec le COVID-19, j'ai pensé pouvoir donner quelques informations à ce sujet-là parce que le télétravail, en fait, amène quelques problèmes de sécurité, quelques risques de sécurité. Et donc, je vais juste passer rapidement sur les problèmes qu'on voit, en fait, dans les organisations qui passent en mode télétravail. Faut comprendre que depuis le début du COVID-19, il y a eu une augmentation des cas de fraude liés. En fait, les hackers vont utiliser des stratégies différentes. Ils vont s'adapter à la réalité, au thème qui est d'actualité. Donc, le COVID étant un thème qui est très cliqué en ce moment sur Internet. Donc, ils vont utiliser ce thème-là pour pouvoir lancer des attaques informatiques. Et donc, on a vu une augmentation de ce côté-là. Et ça, c'est le Canada, en fait, le Centre antifraude qui avertit de faire attention. Donc, une entreprise qui passe en mode télétravail, souvent, vont utiliser des systèmes qu'on appelle des VPN, en fait. Et donc, des VPN, ça permet d'accéder à distance à l'organisation. Donc, il faut comprendre qu'une organisation qui met des systèmes de ce type, en fait, il ouvre une porte ou il crée une nouvelle porte qui peut être exploitée par les pirates. Donc, cette porte-là, il faut s'assurer de la sécuriser fortement avec qu'est-ce qu'on appelle dans notre jargon du MFA, en fait, qui va permettre de mettre un double verrou à la porte pour s'assurer qu'on ne peut pas juste tourner la poignée puis rentrer. Donc, c'est important de protéger ces accès-là qu'on crée pour le télétravail. Ensuite, beaucoup d'organisations vont utiliser des systèmes aussi qui permettent d'accéder à l'organisation tels que du RDP. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est un protocole qui permet de communiquer à distance sur un système. Et donc, souvent, ces protocoles-là sont mal configurés. Ils ont des problèmes ils ont des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les pirates informatiques. En plus, quand on passe en mode télétravail, souvent, on n'a pas de visibilité sur les ordinateurs, par exemple, des employés qui sont à distance. Donc, c'est important de se donner la capacité, en fait, de pouvoir monitorer, de pouvoir suivre, en fait, son infrastructure et avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans son environnement informatique pour pouvoir ensuite détecter s'il y a des problèmes de sécurité qui sont en train de grossir ou qui pourraient devenir à court terme un risque pour l'organisation. Autre chose, un autre conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut nos accès à distance, en fait, souvent sont bloqués par des mots de passe, en fait. Et ces mots de passe-là, en fait, il faut s'assurer d'avoir des mots de passe qui sont robustes et s'assurer aussi que si quelqu'un de mal intentionné essaie de se connecter à distance en utilisant un mot de passe, bien que la tentative, si elle échoue, par exemple, plus que 5 fois, bien, le compte soit bloqué à distance automatiquement. Donc, on limite en fait les chances de succès du pirate d'entrée. Et donc, c'est une pratique qui est simple à mettre en place et qui peut vous épargner beaucoup de maux de tête, en fait. Ensuite, l'autre conseil que je donne pour ceux qui sont en télétravail, c'est de faire attention à l'hameçonnage. Tantôt, je mentionnais que les organisations qui sont dans une organisation, le maillon le plus faible, souvent, c'est l'être humain. Donc, si on n'a pas sensibilisé nos employés à faire attention aux courriels qui peuvent avoir, qui sont malicieux, en fait, on augmente les chances que les employés cliquent sur ces courriels-là. Et donc, il suffit d'un seul clic sur un courriel malicieux ou sur un lien ou un fichier dans un courriel pour infecter notre environnement, en fait, informatique. Et donc, il faut sensibiliser nos utilisateurs. Autre point que je voudrais rajouter, c'est, ici, je ne pense pas que vous avez beaucoup d'employés qui vont travailler dans des lieux publics, mais avec l'économie qui est en train de réouvrir, ça se peut qu'on ait du monde qui travaille au restaurant. Et donc, quand on est ou dans des cafés, quand on est dans des lieux publics, il ne faut pas utiliser les Wi-Fi parce que c'est possible, en fait, des pirates d'intercepter les communications et d'obtenir de l'information qui pourrait leur permettre, en fait, de prendre accès dans votre organisation. Et dernier point encore, c'est de mettre des mots de passe complexes. Souvent, on parle de 6, 8 caractères. Bien, aujourd'hui, ce n'est pas assez. Donc, il faut vraiment penser à mettre des mots de passe avec 12 caractères et plus avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Donc, ces petits conseils-là, en fait, vont
rehausser votre sécurité simplement et rapidement. Et dans beaucoup de cas d'attaque, en fait, ces lacunes-là, ici, ils sont exploitées par les pirates. Et donc, c'est important de mettre ces pratiques-là en place. Pour votre information aussi, après le webinaire, on va vous envoyer des informations par courriel, des conseils que vous pourriez suivre pour rehausser votre sécurité. Donc, StreamScan, comment que nous, on approche la cybersécurité? Donc, quand on parle de sécurité pour une petite organisation, l'approche de StreamScan est relativement simple. En fait, on a un mindset, c'est qu'on peut se défendre seulement contre qu'est-ce qu'on connaît et on peut corriger les failles, seulement les failles qu'on connaît, en fait. Et donc, ça semble simple, en fait, comme affirmation, mais comme je répète depuis le début, en fait, si on n'est pas conscient des problèmes de sécurité, si on ne connaît pas les techniques de piratage, ça va être très difficile de mettre en place des mesures de correction pour éviter que ça se produise chez nous. Et donc, le focus de StreamScan, surtout pour des moyennes petites organisations, c'est de dire, on va identifier les problèmes et on va les corriger. Et ça va nous permettre de rehausser notre sécurité simplement et rapidement, en fait. Donc, il y a plusieurs services qu'une organisation peut faire ou peut prendre pour rehausser sa sécurité. Mais nous, comme je répète, le focus qu'on croit ou ce qui peut avoir un impact important dans les organisations, c'est se concentrer sur la détection et surveiller les environnements d'une organisation pour pouvoir identifier ces problèmes de sécurité-là et les corriger par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en cybersécurité, il y a une pratique, il y a ce qu'on appelle le test d'intrusion. Donc, le test d'intrusion, c'est simplement une simulation d'attaque informatique. Donc, c'est vraiment un expert en sécurité, un pirate éthique qui va simuler, qui va attaquer une organisation. Donc, cet exercice-là, en fait, va nous permettre de voir où sont les problèmes de sécurité dans l'organisation et jusqu'à où on peut aller pour faire du dommage, en fait. Et donc, c'est un mandat environ qui peut durer entre peut-être une soixantaine, une centaine d'heures simplement. Et donc, ça va pouvoir permettre à l'organisation d'avoir leur juste, en fait, sur l'état de la situation et de pouvoir avoir ensuite, une fois que le test d'intrusion est réalisé, d'avoir un rapport qui va lui présenter voici les problèmes qui ont été identifiés et voici qu'est-ce que vous devez faire pour les corriger, en fait. Et par expérience, à chaque fois qu'on fait un test d'intrusion, on va trouver des problèmes de sécurité qui sont majeurs. Et donc, c'est une façon simple pour une organisation, en fait, d'identifier ces problèmes-là, de pouvoir les corriger. Ensuite, un autre exercice qui peut être fait, en fait, un autre service, c'est ce qu'on appelle le scan de vulnérabilité. Donc, plutôt, je parlais que les organisations ont de la misère à identifier leurs problèmes de sécurité. Donc, le scan, c'est un outil qu'on peut utiliser, en fait, qui va nous permettre de scanner l'infrastructure d'une organisation pour identifier c'est quoi la majorité des problèmes de sécurité et le type de problème de vulnérabilité qu'on a identifié. Il faut comprendre, par contre, qu'un scan de vulnérabilité, ça ne permet pas d'avoir une vue totale, en fait, et que des fois, il y a des problèmes de sécurité qu'on ne peut pas identifier de cette façon-là. Donc, le test d'intrusion, en fait, vient complémenter cette partie-là. Ensuite, si on avance dans qu'est-ce qui peut être fait pour une organisation à un niveau plus élevé, c'est en fait mettre des technologies en place qui se concentrent sur la détection des signaux d'attaque informatique. Donc, en ce moment, quand les organisations, on parle de firewall, on parle d'antivirus, ces outils-là ne vous donnent pas la capacité d'identifier si quelqu'un essaie de vous pirater, en fait. Et donc, simplement, habituellement, quand que le virus est déployé dans l'organisation, c'est parce que la personne, le pirate, a déjà réussi à rentrer dans l'environnement et donc, c'est trop peu, trop tard. Donc, il faut se munir de technologies qui nous permettent d'avoir une vue plus large et de voir les premières étapes de l'attaque et donc de pouvoir déceler quand il y a des tentatives d'intrusion dans votre environnement informatique. Ça devient très pertinent pour pouvoir défendre son organisation et de pouvoir savoir par où que le monde essaie de rentrer. Bien là, on peut mettre des mesures en place pour limiter les capacités des pirates à prendre le contrôle de notre environnement, en fait. Et ensuite, l'autre service qu'on peut faire, en fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle les services de détection et réponse gérée. Donc, pour les organisations qui veulent s'assurer de pouvoir répondre rapidement
je vais passer ici, répondre rapidement, en fait, à leurs problèmes à identifier leurs problèmes de sécurité en temps réel. Donc, c'est possible d'avoir une équipe qui va surveiller votre environnement et qui va pouvoir vous alerter s'il y a des tentatives d'intrusion, s'il y a des virus de nouvelle génération qui rentrent dans votre environnement, qui va pouvoir vous dire exactement quoi faire pour pallier au risque. Et donc, ça, c'est vraiment un service qui permet d'être proactif en cybersécurité et non réactif. Je veux rajouter que j'arrive vers la fin de mon exposé pour mon côté. Donc, StreamScan, en ce moment, avec le COVID-19, on a décidé d'offrir notre technologie qui permet de détecter les cyberattaques pour donner une chance aux organisations, en fait, de rehausser rapidement et simplement leur sécurité. Donc, on offre notre licence gratuitement pour une période de 3 mois, sans obligation à long terme, pour les entreprises qui vont accepter d'essayer la solution. Et donc, le service, c'est vraiment nous qui va monitorer votre environnement à distance et vous rapporter les problèmes de sécurité qu'on va identifier dans votre environnement et vous donner des mesures pour les corriger simplement et rapidement, en fait. Donc, ça, c'est pour ma présentation. Donc, à partir d'ici, je vais donner la balle à Lynn qui va pouvoir parler plus au niveau de l'assurance. Donc, Lynn, je te laisse prendre la parole. OK, merci Frédéric. Bonjour à tous. Je m'appelle Lynn Blanc. Je suis spécialiste en souscription en cyber et technologie avec une expérience de 18 ans. Je suis avec Victor Canada, anciennement était connu sous le nom du groupe Encon. Juste pour vous donner un peu plus d'informations, Victor, c'est une compagnie de gestion d'assurance avec ensuite 50 ans d'expérience en assurance spécialisée. Et on offre une gamme de services divers, de produits divers dans le domaine de responsabilité, dont non seulement l'assurance contre les erreurs et omissions, mais aussi la responsabilité civile, le détournement, l'administrateur et dirigeant, l'environnemental. Mon but aujourd'hui, par contre, c'est de vous parler, de vous donner plus d'informations spécifiquement en ce qui a trait à l'assurance contre les cyberrisques. Alors, passons à la prochaine page. Bon, merci. Alors, maintenant que Frédéric vous a démontré les risques réels qui sont reliés au cyber, mais je crois que vous conviendrez avec moi et avec Frédéric qu'il est vraiment évident que le cyberrisque doit vraiment être pris au sérieux. Comme vous l'avez vu, les attaques sont de plus en plus communes, les criminels cyber évoluent avec la technologie, les arnaques, les fraudes sont de plus en plus sophistiquées. C'est beaucoup plus difficile à percevoir, surtout dans une période de crise où beaucoup de nous sont en télétravail. Personne n'est à l'abri, comme Frédéric l'a mentionné, malgré les mesures prises pour se protéger, une atteinte peut vraiment survenir. C'est pourquoi une politique de défense est vraiment intégrale dans la défense contre les cyberattaques. Alors, permettez-moi de vous expliquer un peu plus. Prochaine page, s'il vous plaît, pour parler des options d'assurance. Alors, il y a diverses options qui existent aujourd'hui et les marchés d'assurance qui offrent le cyber sont divers. Certains marchés vont offrir un simple avenant rattaché à une police de responsabilité professionnelle. Pour voir une protection limitée, habituellement sous limite basse, par exemple 50 000 ou 250 000, et ça se limite à l'atteinte à la sécurité et l'atteinte à la vie privée. Cette option est souvent choisie parce qu'une police cyber n'est pas considérée comme essentielle. D'autres marchés offrent une protection plus complète par l'entremise d'une police individuelle cyber-risque. Cette police, habituellement, a des limites plus élevées avec une couverture un peu plus étendue. Le type de protection que ce type de police peut offrir inclut, par exemple, la responsabilité en matière de sécurité et la protection des renseignements personnels, la responsabilité des médias, la cyberextorsion, la fraude liée à l'ingénierie sociale, le vol électronique et la fraude informatique, l'interruption et le rétablissement du réseau, ainsi que la perte de données et le rétablissement des données, les frais de soutien, l'atteinte à la réputation, les amendes et les frais liés à la réglementation, et je pourrais en ajouter. Et l'option de police individuelle cyber-risque est celle qui est considérée la plus idéale, habituellement celle qui devrait être choisie ordinairement, suffit que la couverture est plus étendue. Afin de comprendre ce que cette couverture veut dire, je vais élaborer un peu plus et passons à la prochaine page. Alors, pour parler un peu des survols, des risques cyber, absolument, en ligne, ça consiste habituellement en deux types de pertes. Premièrement, il y a les pertes liées
à la responsabilité que vous avez envers des tiers suite à un événement cyber et aussi à les pertes liées aux risques propres, les coûts directs que vous avez subir suite à un événement cyber. Et comme Frédéric avait mentionné, bien, il y a des raisons pourquoi qu'un incident cyber arrive. C'est non seulement suite à l'utilisation de différentes technologies, ça peut être aussi en raison de la manipulation des données sensibles que nous avons en notre possession. Ça peut être suite aux actes criminels et aux fraudeurs qui veulent avoir accès à nos systèmes et nos données, la nature humaine, la négligence. Alors, passons à la prochaine page. Pour parler un peu plus de qu'est-ce qu'on veut dire par la responsabilité des tiers. Alors, premièrement, c'est l'atteinte à la sécurité. Alors, ça, c'est l'accès sans autorisation ou le vol de systèmes informatiques, des appareils mobiles, les équipements électroniques, l'introduction d'un virus, les attaques de déni de service, et Frédéric a touché sur tous ces points tantôt. Ça peut aussi inclure l'atteinte à la vie privée, l'utilisation, la divulgation non autorisée de renseignements personnels qui ne sont pas publics, tel qu'il est défini par la loi. Puis, ce qu'on veut dire par ça, c'est de l'information personnelle identifiable, donc l'information qui, seule ou en combinaison avec l'autre, peut identifier, situer ou contacter une personne. Une police d'assurance peut offrir ce type de couverture. Actuellement, c'est le but. Et comme mentionné plus tôt, cette couverture peut être offerte soit par voie de police individuelle, à pleine limite, ou bien par voie d'avenant sous limite. Alors, passons à la prochaine page pour parler d'un autre risque de responsabilité en politique. La responsabilité au multimédia. La responsabilité liée au multimédia, c'est 2 pages plus loin, je m'excuse. Une page avant. Encore, un peu trop loin. OK, voici, merci, je m'excuse. Alors, la responsabilité liée au multimédia était vraiment un risque qui inclut, par exemple, le préjudice personnel. C'est un risque cyber qui résulte, par exemple, de données qui sont disséminées par voie électronique, qui peuvent causer de la diffamation, de l'atteinte à la réputation, de l'angoisse. Parlons, par exemple, de photos compromettantes ou de propos controversés qui sont publiés de quelqu'un d'autre, peuvent causer un peu d'angoisse. Ça peut aussi inclure le préjudice lié à la publicité. Donc, par exemple, le plagiat, le piratage, la diffamation, le dénigrement contre les produits ou les services d'un autre. Pensons si on dénigrait, par exemple, les services d'un compétiteur. Un autre type de risque multimédia inclut la violation de propriété intellectuelle, qui inclut, par exemple, la violation de commerce, de nom commercial, de secret commercial, d'emballage, de brevets. Par exemple, utiliser le logo, la musique ou les photos d'un autre sans leur permission expresse. Alors, ce type de réclamation peuvent être très coûteux, parfois dans les millions de dollars, surtout en ce qui concerne la violation de propriété intellectuelle. Alors, une police d'assurance cyber peut couvrir ce type de risque et ça peut être offert à pleine limite, parfois ça peut être sous-limité, dépendant du risque et dépendant de l'assureur. Attends la prochaine page. Pour les menaces émergentes. Alors, Frédéric a parlé tantôt de la cyberextorsion. Alors, ceci, c'est un risque très commun aujourd'hui. On le voit partout dans les médias. C'est une attaque cyber ou une menace d'attaque qui est accompagnée par une demande de rançon. Et typiquement, ceci implique une perte d'accès au système ou ça peut être aussi la menace de divulguer de l'information personnelle ou confidentielle si la rançon n'est pas payée dans un temps convenu. Alors, une police d'assurance cyber peut pouvoir une protection pour ce type de risque et ceci inclut non seulement les coûts d'une extorsion demandée et payée, mais aussi c'est les honoraires d'un expert qui est embauché pour négocier suite à une extorsion en votre nom. Cette couverture peut être offerte à sous-limite ou à pleine limite et souvent, ce type de couverture est applicable par moyen de remboursement, mais certains assureurs peuvent payer les frais directement pour l'extorsion au nom de l'assuré. Ceci est une nuance assez importante parce qu'il s'agit des rançons qui peuvent être équivalents à des millions de dollars. Un autre type de risque est la fraude liée à l'ingénierie sociale. Ceci est un risque qui commence à être connu aujourd'hui et vous pouvez peut-être le connaître comme la fraude du réseau. Ceci est une fraude qui est commise par un tiers, un fraudeur qui réussit à vous manipuler, soit vous ou vos employés, à faire un transfert, un virement ou une dépense et qui résulte donc en une perte monétaire.
Typiquement, ces fraudeurs vont se faire passer pour des gens, des individus clés, des gens de confiance, des clients, des fournisseurs, des membres de votre gestion, votre président. Ça peut être la police ou vous pensez que c'est la police. C'est des gens qui peuvent être aussi menaçants que désarmants et leur but est de vous faire agir sans réflexion critique afin de réussir leur fraude. Par exemple, vous recevez un courriel d'un fraudeur qui se fait passer pour votre fournisseur et vous convainc de changer ses informations bancaires. Vous le faites et vous payez le fraudeur et non le fournisseur et donc vous subissez une perte financière. Alors, un autre type de risque qui est similaire à ceci, c'est le vol électronique, la fraude informatique, la fraude liée aux télécommunications. Puis ceci, c'est une attaque cyber aussi, mais c'est sur vos réseaux, vos systèmes informatiques, vos bases de données. C'est suite à la manipulation des données par un fraudeur qui résulte en une perte financière. Alors, pensez à un fraudeur qui pirate votre système, il manipule le réseau afin de voler des fonds. La différence entre les deux fraudes, c'est que la fraude liée à l'ingénierie sociale demande votre coopération pour réussir, puis le vol électronique et la fraude informatique, la fraude liée aux télécommunications ne le demandent pas. Alors, une police d'assurance peut offrir une couverture pour ces pertes monétaires directes-là, et ces couvertures sont souvent sous-limitées, souvent 250 000 ou peut-être plus ou moins, et peuvent avoir certaines restrictions dépendamment des assureurs et des industries qui le demandent. Alors, passons à la prochaine page pour parler des résultats d'une atteinte cyber. Alors, comme mentionné, bien, les atteintes cyber peuvent résulter en différents types de pertes, dont les pertes directes. Des exemples de ceci, c'est l'interruption des activités du réseau. Alors, s'il y a, par exemple, une cyberextorsion ou un virus informatique qui est inséré dans votre réseau, il peut avoir une interruption des activités commerciales. Et donc, une interruption du réseau. Et ce type de couverture est habituellement couverte sous une police cyber pour les pertes de revenus d'entreprise réalisées à la suite de l'incident d'interruption des affaires et puis les dépenses additionnelles de travail reliées à ceci. La couverture comprend souvent une période d'attente, souvent 8 heures avant que la couverture soit déclenchée et est sujette à une période de restauration pour mettre le réseau en place. Et cette couverture peut être sous-limitée ou à plein niveau. Les pertes de données sont un autre type de risque relié à ceci. Et ceci, c'est la perte ou le dommage des données lors d'une atteinte cyber. Par exemple, si un rançongiciel est inséré dans votre système et endommage ou corrompt ou font que les données sont tout simplement perdues. Alors, une police d'assurance peut couvrir ceci pour restaurer, récupérer, recollecter les données et ça peut être sous-limité ou à pleine limite. L'atteinte à la réputation est un autre type de risque cyber important et ça peut survenir lors d'une atteinte, particulièrement lors d'une atteinte à la vie privée, si vous voulez. Alors, si vous avez des données confidentielles qui sont exposées. Alors, ceci peut résulter en une perte de confiance du public ou de vos clients, une perte de revenus. Alors, une police d'assurance peut couvrir ces frais pour la perte de revenus nets à cause d'une résiliation du contrat ou d'une réduction de valeur de votre marque d'entreprise. Et suite à une atteinte à la vie privée, vous pourriez avoir à subir des coûts additionnels pour gérer l'incident. Alors, ça s'appelle souvent des frais de soutien et ça peut inclure des frais de notification pour aviser les individus dont l'information a été compromise, des frais de remise en état, des frais embauchés pour embaucher les experts informatiques pour faire l'enquête de l'incident. Ça peut être des conseillers juridiques, etc. Ça peut aussi inclure des frais de gestion de crise. Ce sont les frais pour embaucher, par exemple, une firme de relations publiques pour mitiger la publicité négative suite à la perte. Ça peut être des frais de surveillance de crédit et le vol d'identité qui sont offerts habituellement pour une période minimum de 12 mois, mais ça peut être plus long. Les frais, comme j'ai mentionné, juridiques, les frais d'un conseiller en cas d'atteinte cybernétique. Ça, c'est un conseiller juridique qui vous représente et qui vous assiste lors de l'atteinte. Alors, ce sont tous des exemples. Puis autre que ceci, puis assez important, bien, ce sont les risques reliés à la responsabilité des tiers, donc la réclamation coûteuse de tiers, les recours collectifs qui pourraient survenir suite à une atteinte au réseau pour les informations personnelles ou confidentielles que vous détenez. Alors, tournons la page. Alors, si on parle de d'autres risques, par exemple, relatifs à l'atteinte à la vie privée, ce sont les obligations qui sont imposées par les lois relatives par rapport à ceci. Et vous pourriez faire suite à
être sujet, par exemple, à des amendes liées à la réglementation en matière de protection des renseignements personnels si vous êtes jugé ne pas avoir protégé adéquatement cette information. Alors, ces amendes peuvent être assez exorbitantes. Par exemple, la violation des lois relatives à la protection de la vie privée, soit que ce soit à l'échelle provinciale, fédérale, mondiale, diffère. Ces lois ont des paramètres à suivre. Par exemple, celle du point de vue fédéral, la LPR-PDE, qui est la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, ont des exigences par rapport à la protection des renseignements sensibles et les amendes pour enfreindre ces normes-là peuvent aller présentement jusqu'à 100 000 $. Si vous enfreignez les lois du RGPD, le Règlement général sur la protection des données des Royaumes-Unis, vous pouvez entraîner des amendes qui peuvent équivaler à 20 millions d'euros ou 4 % de votre chiffre d'affaires annuel. Quand même assez gros. Alors, c'est vraiment, ça peut être assez imposant d'essayer de tenir compte de toutes ces lois-là. Alors, une police d'assurance peut vous aider à ce point-ci. Un conseiller cybernétique peut vous aider à gérer ceci. Parce que c'est vraiment important de savoir que c'est où vous transigez, où sont vos clients. Alors, peut-être que vous êtes situé au Québec, mais vous transigez à travers le monde. Alors, vous allez être responsable à répondre à ces lois-là. Une police d'assurance cyber peut couvrir les frais coûteux associés à une enquête réglementaire, comme les pénalités qui seraient encourues. Cette couverture peut être sous-limitée et à pleine limite. Un autre type d'amende que vous devriez tenir compte, si vous faites affaire avec des cartes de crédit, ce sont ceux liés au secteur des moyens de paiement par carte. C'est applicable pour ceux qui manipulent des cartes de crédit, comme je mentionne, dont les comptes des marchands, les magasins, les entreprises en ligne. Si vous enfreignez les normes du Payment Card Industry Data Security Standard ou le PCI DSS, qui a été établi par les grandes compagnies de cartes de crédit comme Visa, Mastercard, American Express, vous pouvez faire face à des pénalités et des restrictions sur votre habilité de traiter les cartes. Puis ces normes exigent entre autres que les données des transactions soient cryptées, puis à différents niveaux dépendant du nombre de cartes que vous gérez. Alors, une police d'assurance peut couvrir ces frais associés à ces risques pour les amendes et les évaluations de l'industrie des cartes de paiement. Prochaine page, s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez le constater, les statistiques démontrent que 1 sur 5 des entreprises ont été victimes d'une cyberattaque et que l'erreur humaine est souvent la cause principale. Un tiers des entreprises, souvent, n'ont aucune assurance pour se couvrir contre ce type de risque et malheureusement, les coûts peuvent être assez exorbitants. C'est non seulement les coûts pour payer des rançons ou des réclamations, mais juste les coûts pour rétablir le réseau, pour faire les enquêtes, pour faire les notifications qui peuvent être dans les 100 000 $ ou plus parfois. Alors, c'est quelque chose à penser. Alors, passons à la prochaine page. Grosso modo, qu'est-ce que tout cela veut dire? Bien, il faut se protéger afin de mitiger notre risque. Alors, voici quelques conseils pratiques. Je sais que Frédéric vous en a donné pour vous protéger, mais que je tenais aussi à mentionner dans cette ère du travail. Alors, premièrement, bien, évitez d'utiliser vos courriels personnels, les sites de partage de fichiers, des médias sociaux ou tout autre système qui n'est pas approuvé puis sécurisé par votre entreprise pour vos activités commerciales. Si vous les utilisez, ceci pourrait faire en sorte que votre assurance potentiellement ne vous couvre pas. La raison pour ceci, c'est parce que ce type d'outils, de sites ne sont pas considérés comme aussi sécures que votre réseau d'entreprise. Ne copiez pas de l'information liée à votre travail sur vos appareils personnels. Ne vous envoyez pas de l'information de travail sur vos courriels personnels, par exemple. Vous pourriez risquer une atteinte à la confidentialité. Ne laissez pas les membres de votre famille accéder à votre équipement. La raison, c'est qu'ils pourraient involontairement compromettre vos appareils. Protégez votre confidentialité lorsque vous utilisez une plateforme de conférence vidéo comme celle-ci, par exemple, en assurant que la réunion soit privée et seulement accessible par mot de passe et limitez le partage d'écran. Sinon, des pirates cyber pourraient y accéder et sans votre autorisation. C'est déjà arrivé malheureusement. Coupez le son et fermez les assistants digitaux, comme les appareils Alexa et Google Home. Et la raison pour ça, c'est que ces appareils-là enregistrent constamment les conversations et si vous avez des conversations sensibles lors de vos activités commerciales, bien, ça pourrait compromettre l'information sensible. Utilisez des noms d'utilisateurs et des mots de passe robustes, Frédéric l'a mentionné. Alors, évitez des mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, votre date de naissance, le nom de vos enfants. Faites sûr que ce soit complexe. Le plus complexe, le mieux.
Ça vous donnera une protection. Alors, appliquez un processus sécure pour accéder à vos réseaux, tels l'authentification multifacteur et l'accès VPN, qui sont une protection additionnelle pour protéger l'accès contre des tiers non autorisés. Cryptez vos systèmes et vos appareils, non seulement vos systèmes, mais vos appareils mobiles, car ceci vous aidera à protéger cette information que vous avez, l'information confidentielle, vos transactions confidentielles. Ayez un plan de redressement et de continuité pour adresser les incidents cyber. Ceci est très important et ça vous aidera à pouvoir continuer vos opérations normales le plus rapidement possible et éviter ou mitiger une interruption de vos services. Sensibilisez vos employés aux risques reliés au cyber. L'élément humain est fréquent, comme on a mentionné tous les deux dans les atteintes cyber, et l'éducation de vos employés pourrait mitiger ce type de risque. Finalement, obtenez une police d'assurance cyber pour votre entreprise. Ceci est un élément crucial dans la protection contre le cyber-risque et contactez votre courtier d'assurance, M. Bouchard, à cet effet. Finalement, dernière page. Dernière page. Alors, je vous invite en terminant à visiter notre site web www.assurancevictor.ca pour obtenir de l'information additionnelle sur nos services et afin d'explorer notre centre de ressources spécifiquement pour en savoir plus sur le cyber-risque et concernant nos ressources sur le COVID-19. Alors, ceci conclut ma présentation et je cède maintenant la parole à M. Frédéric Blais de StreamScan. Merci. Merci beaucoup, Lynn, pour ta présentation. On a reçu beaucoup de questions pendant nos présentations, donc j'aimerais les passer parce qu'elles sont intéressantes. Je vais introduire aussi, je vais animer les questions. Je vais introduire aussi Karim Ghanam. En fait, je vais donner accès à son micro. Karim est le chef de la cybersécurité chez StreamScan, donc on a des questions techniques qu'il va pouvoir répondre. Est-ce que Karim, tu es avec nous? Oui, parfait. Donc, j'ai quelques questions. Je vais commencer maintenant. Donc, on a une question qui nous demande « Que pensez-vous des failles provenant de Chrome, en fait, Chrome, le navigateur web? » OK, bonjour à tous. En fait, Chrome, comme toute application, a des vulnérabilités. Donc, il vous revient, lorsque vous utilisez une application telle que Chrome, un navigateur ou tout autre outil, de vous assurer de faire un suivi de manière régulière pour vous assurer que si des vulnérabilités sont signalées sur le marché, vous les identifiez et vous les patchez. Donc, par exemple, il y a plusieurs vulnérabilités critiques qui ont été signalées sur Chrome qui permettent, par exemple, à une personne à distance de pouvoir injecter des codes malicieux sur votre ordinateur. Donc, malheureusement, tous les navigateurs Internet que vous avez sur le marché ont de temps en temps des vulnérabilités. Donc, c'est à vous d'en choisir un. Une fois que vous l'avez choisi, vous mettez en place un programme de gestion de vulnérabilité qui doit aller au-delà du navigateur, mais qui va concerner, par exemple, tous vos systèmes d'exploitation, toutes les autres applications. Vous regardez régulièrement sur le marché, est-ce qu'il y a une vulnérabilité qui est signalée? Si oui, vous voyez, est-ce que la version que vous avez est vulnérable? Ensuite, vous appliquez vos patchs. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est vraiment d'avoir un processus en continu qui vous permet d'identifier des vulnérabilités et de les corriger. Parfait, merci. Prochaine question pour Karim. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui, avant la crise, n'avait pas un système de gestion centralisé de son infrastructure, exemple, un contrôleur de domaine, et qui a aujourd'hui besoin de surveiller les postes utilisateurs en télétravail et d'appliquer des règles de sécurité à distance? Donc, quel conseil donneriez-vous à ce type d'infrastructure? OK. Ce que je vois dans ce contexte, pour une entreprise qui n'avait pas de système de contrôle d'accès centralisé avant COVID, ça suppose que c'était une entreprise où il y a peut-être des groupes de machines qui sont créés. Donc, en termes de cybersécurité, on va dire que le niveau de maturité il est vraiment à 0. Donc, le fait qu'on se retrouve en télétravail et qu'on se retrouve face à un défi où il faut pouvoir gérer à distance la sécurité des postes de travail des utilisateurs, ça devient plus compliqué pour la simple raison que la compagnie doit même s'assurer que les postes de travail qui sont utilisés par ces personnes-là ont par exemple des systèmes d'exploitation qui sont sécurisés ou qui sont encore supportés. Je l'ai vu plusieurs fois dans le cadre du télétravail, des employés qui utilisent leurs propres ordinateurs, qui ont un système d'exploitation non supporté par Microsoft, par exemple Windows XP. Donc, si les employés peuvent utiliser leur propre ordinateur pour se connecter à distance à votre réseau corporatif et que vous n'avez aucune idée du niveau de sécurité de ces machines-là, ça peut être très, très difficile. Donc, de facto, votre
réseaux se retrouvent avec un niveau de sécurité qui est beaucoup plus dégradé qu'avant la crise. Donc, dans ce contexte-là, ce que moi, je vous recommande à court terme, c'est de vous assurer d'appeler tous vos employés ou de mettre à leur disposition un antivirus. C'est le strict minimum. Un antivirus corporatif, s'assurer qu'ils sont capables de les installer sur les machines. Si vous avez des employés qui ont des systèmes d'exploitation qui ne sont pas supportés, il faut qu'ils vous remontent très vite l'information pour que vous en tenez compte pour voir est-ce que vous avez des solutions alternatives pour eux. Donc, dans un contexte où vous ne pouvez pas gérer de manière centralisée les postes de travail à distance, il est clair que la sécurité que vous allez pouvoir appliquer sur ces machines-là va être très, très approximative. Donc, pour résumer ici, ce que vous pouvez faire à court terme, c'est vous assurer en contactant vos employés qu'ils ont des systèmes d'exploitation qui sont supportés par leur éditeur, par exemple Windows 10 et Windows 8 aussi. Sinon, voir dans quelle mesure vous pourrez les aider, quitte à leur fournir une licence de Microsoft qui est à jour, mais aussi s'assurer pour tous les employés de leur fournir un antivirus au cas où sur leur machine, il y a un antivirus qui n'est pas efficace, on va dire. Mais pour le reste, la gestion à distance, ça va être très, très difficile pour vous. Donc, en complément, il faudrait que pendant cette période-là, vous mettez en place de la supervision à distance des connexions qui viennent de l'extérieur. Ça peut être sur, par exemple, votre serveur VPN ou si vous avez un serveur de gestion de log, vous regardez de manière continue. Est-ce qu'il y a des tentatives d'accès qui sont malicieuses? Si oui, vous les isolez, vous les traitez. C'est ce que vous pouvez faire à court terme en attendant de pouvoir déployer un contrôleur de domaine et puis de pouvoir intégrer toutes les machines et apporter un niveau de sécurité qui est beaucoup plus accru. Pour ceux qui ont un système de détection d'intrusion, ça va être plus facile, c'est de mettre l'accent sur le monitoring de la sécurité pendant cette période-là. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à ça, on va pouvoir on va vous envoyer de l'information par courriel concernant ce genre d'environnement-là. Karim, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'un Wi-Fi dans un hôtel est considéré comme un Wi-Fi public? Tantôt, je parlais qu'il fallait éviter de se connecter dans des environnements publics. Donc, est-ce que le Wi-Fi de l'hôtel, est-ce que c'est considéré comme public? Oui, parce que lorsque vous vous connectez à l'hôtel, vous n'avez aucune idée de qui est connecté au même Wi-Fi lorsque vous êtes connecté. Donc, vous devez partir du principe que à partir du moment où vous n'avez pas le contrôle sur l'access point Wi-Fi, vous êtes dans un environnement qui est hostile. Il vous revient donc lors de vos connexions de vous assurer que vous ne vous connectez pas au réseau de la compagnie sans utiliser, par exemple, une authentification à 2 facteurs. La connexion à authentification à 2 facteurs, ça suppose quelque part que lors de votre authentification, il y a un token qui vous est envoyé sur votre téléphone intelligent ou par un autre moyen qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous connecter. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser une authentification à 2 facteurs, à la rigueur, une connexion via VPN pourrait être acceptable, mais ne laissez jamais votre connexion en permanence une fois que vous êtes connecté. Parfait, et puis, évidemment, on s'assure aussi, lorsqu'on est sur un Wi-Fi public, de ne pas accéder à des documents qui sont confidentiels. On va faire juste le strict minimum, mais sans mettre à risque la sécurité de l'entreprise. Parfait, je te remercie, Karim. Maintenant, Lynn, j'ai quelques questions pour toi. Première question, est-ce que c'est possible d'avoir un rabais sur l'assurance avec des services de cybersécurité, si on prend des services de cybersécurité en parallèle? Bien, en ce qui a trait au rabais, naturellement, il y a toujours des taux fixes lorsqu'on souscrit une assurance. Par contre, le plus de mesures que vous prenez pour protéger vos systèmes, protéger l'information personnelle, incluant utiliser des services de gestion de risque, vont vous aider à avoir des taux les plus compétitifs, c'est certain. Puis, si vous n'avez pas de bonne méthode de gestion, bien, ça peut non seulement faire que vous n'ayez pas une bonne prime, mais aussi que vous ayez de la misère à obtenir de l'assurance. D'accord. Parfait. Ensuite, question. Bonjour. Juste un instant. Est-ce que la cyberextorsion est considérée comme de l'extorsion standard? Le crime informatique est souvent moindre en termes de recours, mais l'extorsion est sévèrement punie. Question pour Lynn. Bien, l'extorsion par rapport au cyber, c'est de l'extorsion liée au réseau et naturellement, comme j'ai mentionné tantôt, au potentiel à la divulgation de renseignements personnels et confidentiels. Alors, c'est vraiment relié à ça. Alors, si vous demandez s'il y a un minimum à faire en tant que protection, bien,
oui, vous devez faire le mieux, tout ce que vous pouvez faire pour protéger l'information confidentielle, pour protéger vos réseaux. Au point de vue d'assurance, on va vous demander ces questions-là lorsqu'on va évaluer le risque et on s'attend à ce que vous ayez le minimum. Par exemple, on s'attend à ce que vous protégez l'information, que vous ayez des méthodes de backup et de redondance pour faire certain que vous pouvez vous protéger, que vous protégez les tiers. Alors, ça, c'est important et c'est demandé lors de notre évaluation du risque. Parfait. J'ai une question ici. En termes de gestion de risque, on peut avoir plusieurs options. On peut les traiter les risques, les mitiger ou prendre une assurance cyber-risque. Comment fonctionnent les assurances cybersécurité? J'essaie de comprendre la question dans ce cas ici. L'assurance cyber-risque, premièrement, va vous aider à gérer une perte si elle s'avère à arriver. Alors, si vous n'avez pas de l'assurance cyber-risque, bien là, c'est vous qui allez être responsable pour gérer cette perte, non seulement au point de vue d'essayer d'embaucher des experts pour vous aider, mais aussi pour payer les dépenses qui pourraient encourir. Puis ces dépenses-là peuvent être assez exorbitantes. Puis comme j'ai mentionné aussi, bien, si vous avez de l'information confidentielle, vous allez aussi, puis vous faites affaire, que ce soit que vous faites affaire seulement au Québec, que vous faites affaire à travers le monde, il y a des lois puis des exigences pour la notification qui peuvent être différentes là, partout, là, de province en province. Là, laisser faire à travers le monde, ça peut être différent, autant en Alberta qu'au Québec. Alors, l'assurance va vous aider à gérer ça, puis va vous indemniser aussi. Alors, ça peut vous aider sur ce côté-là, d'après moi. Parfait. Tantôt, Lynn, quelqu'un nous posait la question, si on met des mesures de sécurité en place, est-ce que ça peut faire baisser les primes? Je reprends un peu la question de quelqu'un qui veut savoir, par contre, comment faites-vous pour faire cette évaluation, identifier les primes? Il y a des primes minimum, par exemple, premièrement. Ça, je peux pas comme, par exemple, nos primes minimum pour une limite de 250 000 et 500 OK? Les primes n'iraient jamais plus basses que ça. Par exemple, on va vous demander comment vous protégez l'information sensible. Est-ce que vous la cryptez? Comment vous protégez l'information sur les mobiles? Est-ce que vous avez des pare-feux? Est-ce que vous faites des évaluations de vos systèmes pour des tests de vulnérabilité, par exemple? Avez-vous un plan de continuité? Alors, on va vous demander ce genre de questions-là. Si vous avez eu des réclamations, mais premièrement, on va vous demander ce que vous avez fait pour être certain que ce genre au moins pour mitiger le risque que ce genre de situation ne se produise plus. Naturellement, vous pourriez avoir une surprime si vous avez eu des réclamations. Peut-être qu'on va mettre des restrictions sur la couverture si vous ne cryptez pas vos données sur vos mobiles, par exemple. Si vous n'avez pas de bonnes méthodes de gestion de risque, c'est possible à ce moment-là, soit qu'on ne vous couvre pas ou si vous avez eu plusieurs réclamations, mais qu'on va vous surcharger. Je ne peux pas vous donner de prime sur ça, ça dépend du risque, mais c'est toutes des questions qu'on demande sur les propositions et c'est toutes des choses qu'on garde en jeu. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut faire certain d'avoir une bonne gestion de risque. C'est pour vous protéger, non seulement pour avoir une bonne prime d'assurance, mais c'est pour vous protéger, vous. Contre des incidents cyber. Parfait. Je rebondis sur une question qui est dans la même lignée, qui dit est-ce que vous allez valider ces informations-là ou vous allez seulement vous fier aux documents qu'on vous fournit, en fait? Dans le sens, est-ce que vous allez… Oui? Dans ce cas, on va se fier sur l'information que vous nous donnez. Alors, c'est une question de bonne foi. Si je veux dire, ça vous empêche pas de nous pourvoir cette information-là pour appuyer ce que vous dites. Parfois, on va vous demander un peu plus de détails, dépendant de la question qu'on demande ou l'information que vous demandez. Mais habituellement, on prend la proposition pour acquis que vous nous dites la vérité. Et il y a une déclaration sur la proposition qui demande que vous validez ceci. Vous signez la date et l'heure. Si jamais on apprenait que vous nous aviez menti, mais ça pourrait compromettre votre assurance. Alors, ce ne serait pas à votre avantage de ne pas dire la vérité. Parfait.
Il y a une autre question ici, je vois, est-ce que d'avoir un standard de sécurité, par exemple ISO 27001 ou PCI DSS, permet d'avoir un meilleur prix? Ben, ça vous permet d'avoir la couverture, tout simplement. Si vous n'êtes pas conforme, probablement à ce moment-là, non, ça ne vous donnera pas un meilleur prix, mais ça va vous permettre d'avoir la couverture adéquate offerte par l'assureur, tout simplement. Parfait. La question de bonne foi, certes, peut être considérée comme une fraude à l'assurance, oui ou non? Ben oui, ça serait une fraude. À ce moment-là, ben, qu'est-ce qui arriverait si vous n'êtes pas honnête? C'est que votre assurance va être simplement résiliée à Benicio. Alors, ça pourrait être sérieux de votre côté. Alors, je ne pense pas que personne va être dans cette situation-là. Si j'ai bien compris la question, j'espère. Oui. J'ai une dernière question, en fait, ou peut-être que Sébastien aussi peut répondre. En fait, quelle est la différence entre Jessica et Victor, en fait? Oui, oui, absolument, je peux y répondre. En fait, Jessica Assurance Entreprise, c'est le courtier d'assurance qui est intermédiaire entre le consommateur, entre l'entreprise dans ce cas-ci et la compagnie d'assurance ou le gestionnaire d'assurance. Victor est celui qui nous offre le produit d'assurance cyberrisque. Donc, le consommateur ne peut pas transiger directement avec Victor, il doit utiliser les services d'un courtier d'assurance comme nous. D'accord, merci. Ça fait le tour pour les questions. Est-ce que nos invités voudraient rajouter quelque chose, un commentaire, Lynn ou Sébastien? Lynn, je te laisse aller en premier. Non, rien de spécial. Parfait. Non. Toi, Frédéric, est-ce que c'était correct aussi? Oh, je m'excuse. Vous m'avez demandé de dire quelque chose. Je suis désolée. C'est peut-être l'émotion, tu étais trop ému. Je comprends. Non, je n'avais pas compris qu'on me parlait. Alors, non, tout simplement, je voulais dire, écoute, je remercie les gens pour leur attention et puis n'hésitez pas à nous contacter. Comme Sébastien a mentionné, un intermédiaire est habituellement demandé pour pouvoir transiger avec nous, mais n'hésitez pas à visiter notre site web, n'hésitez pas à poser vos questions, ça va me faire plaisir si vous avez d'autres questions après de pouvoir vous aider. Alors, c'est tout. Je m'excuse. Parfait. Moi, pour moi, en fait, je vais remercier tout le monde d'avoir participé à la présentation. Tel que j'ai mentionné, StreamScan, on offre notre technologie de cyberdéfense pour une période limitée pour 3 mois, en fait, gratuitement, sans frais. Et donc, on va envoyer plus d'informations par courriel à tous les participants. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et donc, là, je vais laisser le mot de la fin à Sébastien. Ben oui, absolument. Merci beaucoup. Donc, merci Lynn, merci Frédéric, Karim aussi qui est intervenu tout à l'heure, qui était super intéressant. Donc, merci pour vos présentations, pour vos explications qui étaient claires, détaillées. Je suis convaincu que ça permet à tous les participants du webinaire de mieux comprendre l'enjeu pour la cybersécurité. Et puis, je termine en remerciant tous les participants. Je vous invite à communiquer avec StreamScan. Il y a une promotion qui peut être intéressante pour vous. Je vous invite à en prendre connaissance et à communiquer avec eux. Et puis, pour tous vos besoins de cybersécurité et autres besoins d'assurance en lien avec votre entreprise, bien, je vous invite à communiquer avec nous, Jessica Assurance Entreprise. Donc, merci beaucoup et puis une bonne journée. Merci, au revoir. Merci.